Bienvenue à ce webinaire dont l'objectif est de faire découvrir aux entreprises du secteur le contenu du nouveau chapitre sur la gestion du changement du guide de gestion des ressources humaines. Il y a plusieurs années, le CSMO Caoutchouc a créé, en collaboration avec la firme Alia Conseil, un guide de gestion des ressources humaines à l'intention des entreprises du secteur. Ce guide, disponible sur le site Internet du CSMO, constitue un outil populaire et utilisé. Le CSMO Caoutchouc a contribué à sa mise à jour au fil des années pour tenir compte de l'évolution des pratiques RH. À cet effet, le CSMO a procédé récemment à une nouvelle mise à jour pour insérer dans le guide un chapitre portant sur la gestion du changement. Les thématiques du développement durable et du développement numérique ont été utilisées afin de donner des exemples concrets d'application de la démarche de gestion du changement, notamment grâce à l'application des outils qui étaient proposés. Au cours de ce webinaire, nous allons regarder ensemble les différents sujets liés à la gestion du changement qui sont abordés dans le chapitre. Avant de vous présenter les objectifs spécifiques du webinaire, je souhaite très rapidement me présenter. Je m'appelle Gabriel Boucher-Miller et je suis consultant en développement organisationnel pour la firme Alia Conseil depuis bientôt 4 ans. Alia Conseil est une firme spécialisée en développement organisationnel. Nous travaillons dans 4 domaines d'activité, soit le développement du leadership, le développement des compétences, la santé organisationnelle, ainsi que l'efficacité organisationnelle. Sachez que j'ai travaillé en collaboration avec le CSMO Caoutchouc à la rédaction du chapitre sur la gestion du changement. Je serai votre animateur pour la prochaine heure que nous passerons ensemble. Voici les principaux objectifs poursuivis avec ce webinaire. Outre le fait de vous faire découvrir, bien entendu, le nouveau contenu du chapitre sur la gestion du changement. Premier objectif, identifier les caractéristiques et les conditions de succès à la gestion du changement. Deuxième objectif, identifier les principales étapes de la gestion du changement. Troisième objectif, se familiariser avec la dimension humaine dans la gestion du changement. Quatrième objectif, communiquer le changement efficacement auprès des parties prenantes. Et dernier objectif du webinaire, soutenir et accompagner les employés dans la transition. Alors, sans plus tarder, nous débutons avec la première partie du webinaire, soit la mise en œuvre d'une gestion du changement. Les exigences du marché, l'arrivée de nouvelles technologies incitent les entreprises à innover, à se réorienter et à devenir plus efficaces dans leur mode de fonctionnement afin de rester compétitives, mais surtout aussi d'assurer la satisfaction de leurs clients et partenaires. Pour suivre l'évolution constante de l'industrie, les entreprises visent à s'améliorer continuellement en mettant en œuvre des projets, par exemple l'implantation de nouveaux logiciels, qui amènent des changements pouvant affecter leur organisation et leurs employés. L'objectif fondamental de la gestion du changement est l'élaboration d'une stratégie qui met l'accent sur la gestion de l'humain et qui vise à atténuer les risques de résistance. Il s'agit d'une approche dynamique qui incorpore la dimension humaine, soit le soutien et l'accompagnement dans le changement et la dimension stratégique aussi de l'entreprise. Une gestion attentive du changement, c'est-à-dire entre autres une sensibilité à la compréhension des problèmes, des préoccupations, des impacts et des défis vécus par les employés, permet de mettre en place des stratégies efficaces pour faciliter une transition, et ce, au bon moment. La gestion du changement diffère de la gestion de projet, bien que les deux contribuent étroitement au succès de l'implantation du changement dans les entreprises. La gestion du changement permet principalement de gérer l'aspect humain du projet. Elle agit comme levier pour préparer, crédibiliser, accompagner et renforcer le changement afin de faciliter l'adoption et l'intégration du changement auprès des parties prenantes. De son côté, la gestion de projet se concentre sur les processus et les activités nécessaires pour mener à bien un projet de changement. Avant de débuter un projet de changement, l'entreprise doit considérer certains éléments afin de prendre des décisions judicieuses et adaptées au contexte des parties prenantes. En ce qui concerne le contexte du changement, certaines questions méritent souvent d'être posées. Par exemple, quelle est son ampleur? Quelle est l'importance visée du changement dans l'entreprise? Quelle est la raison ou la cause du changement?
Comment les changements précédents ont-ils été reçus par les parties prenantes et comment ces changements ont été gérés par les personnes responsables justement du changement? Quelle est la perception du changement par les employés et les gestionnaires? En ce qui concerne la capacité organisationnelle, les questions à se poser sont entre autres, quels sont les risques liés au changement? Quel est le niveau de complexité du changement? Combien de changements sont présentement en cours dans l'entreprise? Concernant les parties prenantes, il y a des questions aussi qu'on peut se poser. Par exemple, qui est touché par le changement? Quelle équipe? Quel département? Est-ce que les gestionnaires sont impliqués, sont informés? Est-ce que les gestionnaires sont outillés à être des agents de changement? Est-ce que la direction est prête à être un agent du changement? Enfin, concernant les impacts et les retombées, il faut se demander, entre autres, comment les parties prenantes seront-elles affectées par le changement? Qu'est-ce qui sera modifié? Est-ce qu'on parle de processus, de rôles et responsabilités, de systèmes? Donc voilà différentes questions qu'on doit se poser lorsqu'on souhaite implanter un projet de changement au sein de son équipe, de son organisation. Quel que soit le changement que l'entreprise souhaite mettre en œuvre ou la méthode utilisée, un projet de changement réussi suppose un déploiement réfléchi et mesuré. Voici quelques conditions de réussite à considérer. Premièrement, avoir une culture qui favorise le changement. Par exemple, le soutien de la direction, une communication efficace favorisant la circulation de l'information. Deuxièmement, se doter d'une vision et d'un objectif clair et mesurable du changement. Et puis avoir un plan de communication afin de partager les tenants et aboutissants du changement aux employés. Troisièmement, se doter d'un plan de gestion de changement efficace. Par exemple, identifier les risques liés au changement et les stratégies afin de pallier ces risques-là. Également, avoir des équipes compétentes et engagées, des acteurs clés qui jouent adéquatement un rôle d'agent de changement. Aussi, se doter d'activités de formation qui s'intègrent le plus possible à la réalité organisationnelle. Soutenir, impliquer à différents degrés les personnes touchées par le changement. Avoir un rythme et une séquence de déploiement qui suscitent l'engagement des parties prenantes. Et puis finalement, avoir des moyens d'évaluation ou d'analyse des résultats à la suite de l'implantation du projet. Par exemple, se doter de rencontres de bilan post-mortem, des sondages également. Le processus de changement s'apparente au stade d'un deuil pour les personnes qui le vivent, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques d'une entreprise. On sait souvent ce qu'on va perdre alors qu'on ignore encore ce qu'on va obtenir. Il se déroule sur une période plus ou moins longue, plus ou moins chaotique, qui sera vécue différemment et individuellement par chacun, tel que présenté dans l'illustration. L'axe horizontal fait référence au temps, alors que l'axe vertical fait référence à l'intensité des réactions émotionnelles vécues. Selon le moment où l'on se situe dans le temps et l'intensité de nos réactions émotionnelles qui y sont associées, notre efficacité au travail va varier. Par exemple, si nous sommes dans la phase de frustration, notre résistance au changement sera élevée et notre efficacité au travail sera moindre pour différentes raisons. Par exemple, ça peut être une difficulté à se concentrer, une diminution de la motivation. Toutefois, il faut être conscient que malheureusement, dans certains cas, les personnes peuvent décider tout simplement d'abandonner le projet car elles restent paralysées dans l'un des stades et n'intègrent ainsi pas le changement. Le caractère de chacun, son vécu, sa vie personnelle et ses expériences passées influent grandement sur sa manière de gérer le changement. Un gestionnaire qui doit gérer une équipe impliquée dans un projet de changement doit pouvoir, en présence d'un blocage d'un employé à un stade, réagir efficacement en aidant ce dernier à franchir ce cap et à passer au stade suivant. Alors, nous sommes maintenant rendus à la partie 2 du webinaire, soit les étapes à suivre pour une gestion du changement réussie. La première étape permet de définir le cadre global du changement. L'établissement d'une stratégie de gestion du changement va permettre de bâtir la structure de la mise en place de la transformation. Cela permet d'y voir plus clair. Une stratégie correspond à plusieurs séquences, chacune étant étalée sur une période donnée selon l'envergure du changement.
Mais ça va permettre surtout de saisir la portée et les enjeux liés au déploiement auprès de l'ensemble des parties prenantes. Créer un comité de pilotage. Le comité de pilotage a pour mission de proposer la meilleure stratégie pour conduire le changement. Non seulement il définit la stratégie de gestion du changement, mais il veille aussi à l'opérationnalisation de celle-ci. Ce comité est souvent constitué d'employés de plusieurs niveaux hiérarchiques, de plusieurs fonctions et de plusieurs métiers de l'organisation. Définir et comprendre la vision du changement. Une vision commune, claire et comprise du changement favorise la représentation future du fonctionnement de l'organisation après l'implantation du changement. Une telle vision permet aux personnes concernées par le changement de lui donner un sens, favorisant ainsi leur engagement. Identifier les parties prenantes et analyser l'impact du changement. Les parties prenantes représentent tous les acteurs ou groupes d'acteurs directement ou indirectement touchés par le changement. Parmi ces parties prenantes figurent entre autres la haute direction, les gestionnaires, les intervenants de l'équipe de gestion du changement s'il y a lieu, les destinataires ou personnes directement ciblées par le changement, ainsi que les autres groupes d'acteurs concernés par le changement. Il est important, lorsqu'un nouveau projet est mis en œuvre dans une entreprise, d'anticiper l'impact que ce projet aura sur les parties prenantes, en prenant soin d'identifier les parties prenantes, les impacts significatifs possibles sur celles-ci, ainsi que les stratégies potentielles à mettre en place pour minimiser l'effet négatif de ces impacts. Finalement, cerner les principaux enjeux liés au déploiement. L'analyse des répercussions du changement contribue à l'évaluation de son ampleur et de sa complexité. De plus, elle aide à définir la stratégie de gestion du changement et les activités à mettre en œuvre pour que les personnes concernées puissent y adhérer et se l'approprier. Enfin, l'analyse peut être utile à l'élaboration des activités d'apprentissage et de perfectionnement des compétences. Dans cette première étape, le rôle et les responsabilités de la direction ou du responsable des ressources humaines sont les suivants. Soit formuler la vision du changement souhaité et communiquer celle-ci au gestionnaire. Veiller à ce que le changement implanté soit associé à la planification stratégique de l'organisation ou à sa mission, le cas échéant. Allouer les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la gestion du changement afin de favoriser l'appropriation du changement par les parties prenantes. Le gestionnaire, quant à lui, est la personne toute désignée pour planifier et structurer le changement au sein de son équipe avec l'aide, évidemment, du responsable des ressources humaines. Pour crédibiliser le changement et faciliter son appropriation, les acteurs responsables de la conduite du changement doivent miser sur des messages clés en lien avec la stratégie de changement afin de favoriser l'adoption par les parties prenantes et leur engagement. Il s'agit de la deuxième étape. Cependant, avant de communiquer le projet de changement, il s'avère essentiel de prendre soin de bien se préparer en questionnant entre autres la motivation organisationnelle, par exemple, pourquoi entreprendre ce projet de changement-là, sa motivation personnelle, ainsi que bien cerner le message à véhiculer. Pour le gestionnaire, il peut être intéressant de poser des questions à la direction pour bien comprendre le projet de changement qu'il devra communiquer à son équipe et tenter d'anticiper les questions. Par exemple, pourquoi ce changement, qui pourrait lui être adressé, ainsi que les réponses à celles-ci. Les activités de communication sont élaborées et compilées dans un plan de communication, ce qui est inclus dans le plan souvent les étapes, le groupe visé, les activités de communication, le porteur du message, la date estimée et le statut. Le plan de communication a pour objectif principal de faire connaître certains résultats des diverses étapes opérationnelles de la démarche. L'information doit être transmise en quantité suffisante et en temps opportun. Trop de communication peut générer autant de questionnements que très peu de communication ou aucune. Lorsque l'on fait référence à l'utilisation de différentes stratégies de communication pour agir positivement sur la crédibilité du changement au quotidien, on parle entre autres de communiquer l'avancement du projet et son déploiement en fonction des parties prenantes, par exemple via l'intranet de l'entreprise, le journal interne, le courriel, les affiches dans les aires communes.
organiser des rencontres d'information et de sensibilisation auprès des gestionnaires et des employés, mettre en place des mécanismes de rétroaction afin de permettre aux employés ou à toute autre partie prenante de transmettre leurs inquiétudes, préoccupations face au projet de changement. Par exemple, l'animation de groupes de discussion, des rencontres individuelles, un sondage. Lorsqu'on fait référence à l'implication judicieuse des parties prenantes, on parle entre autres de former les gestionnaires à être des agents du changement afin qu'ils puissent promouvoir l'importance du projet, le but de celui-ci et ses avantages auprès des membres de leurs équipes respectives. Pour que les gestionnaires soient de bons agents, ces derniers doivent avoir une attitude positive face au changement, être préparés aux réactions possibles de la part des parties prenantes et adopter les comportements appropriés pour favoriser une transition réussie. Dans cette deuxième étape, le rôle et les responsabilités de la direction ou du responsable des ressources humaines sont les suivants, soit promouvoir l'importance de la gestion du changement auprès des gestionnaires de l'organisation, signifier clairement ses attentes aux gestionnaires par rapport à leur rôle et à leurs responsabilités dans la gestion du changement. Le gestionnaire, quant à lui, doit communiquer à son équipe la vision du changement souhaité et ses avantages afin d'en susciter son adhésion. Il est aussi responsable de participer, en collaboration avec le responsable des ressources humaines, aux activités de communication du changement au sein de son équipe. Le changement entraîne souvent de nouvelles façons de faire, introduit de nouveaux outils de travail ou encore il peut modifier l'organisation ou les processus du travail. Pour outiller les personnes concernées par ces défis et pour leur permettre de s'approprier le changement, les activités d'apprentissage et de perfectionnement des compétences sont essentielles. Il s'agit donc de la troisième étape. Il importe de miser sur une juste évaluation de l'évolution souhaitée et des nouveaux apprentissages requis pour favoriser l'appropriation du changement. Soutenir les parties prenantes afin de faciliter la transition. Selon le contexte et les personnes visées, planifier de la formation, du coaching, développer des plans de compagnonnage, du pairage avec une personne expérimentée, élaborer des plans de perfectionnement ou encore de l'accompagnement à la gestion ou à la transition de sa carrière. Développer de nouvelles instructions de travail, des aides-mémoires, des capsules vidéo, des procédures de travail. Composer avec les résistances au changement de certaines parties prenantes en détectant par exemple le comportement par lequel ces résistances se manifestent. Par exemple, tristesse, deuil, colère, et en amorçant aussi un dialogue avec celles-ci pour tenter de comprendre le moteur de ces résistances et de mieux les soutenir par la suite. Dans cette troisième étape, le rôle et les responsabilités de l'employé sont entre autres d'offrir sa collaboration et son soutien à ses collègues et à son gestionnaire afin de favoriser l'appropriation du changement, de communiquer ses besoins et de participer aux activités d'accompagnement et de soutien proposées, mais également aussi de partager ses expériences et ses apprentissages avec ses collègues. La dernière étape de la gestion du changement consiste à examiner et à analyser les résultats de la stratégie suivant le déploiement du changement. Cela aidera à déterminer si l'initiative de changement a été un succès ou un échec, ainsi que les pistes d'amélioration. Elle permet de tirer des leçons et des enseignements précieux qui pourront être mis à profit lors de futurs projets de changement. Suivre quotidiennement la progression des changements. Ce qu'on entend par là, eh bien, est-ce que le changement est pris au sérieux par les parties prenantes? Par exemple, démontre aucun intérêt face au changement ou démontre une grande ouverture et un intérêt à contribuer au changement. Est-ce que les parties prenantes perçoivent la pertinence du changement? Par exemple, démontre une forte conviction que le changement n'a pas de valeur ajoutée ou démontre une forte conviction sur la valeur ajoutée du changement. Est-ce que les parties prenantes ont la perception que ça fonctionne? Par exemple, ils sont convaincus que le changement ne donnera aucun résultat ou ils sont convaincus que le changement donnera les résultats attendus. Est-ce que le changement a un impact sur le climat de travail dans l'entreprise? Par exemple, ça crée de la division et des conflits dans l'organisation ou ça génère plutôt une forte mobilisation au sein de l'entreprise? Est-ce que le changement génère les résultats souhaités? Par exemple, est-ce que le climat de travail est positif ou négatif?
est-ce qu'il y a une diminution de l'efficacité des employés ou ces derniers sont tout aussi efficaces? Est-ce qu'il y a des dissidents au sein de l'entreprise où tout le monde se rallie au changement et la cohésion reste inchangée? Être à l'écoute du vécu des parties prenantes et favoriser le partage des expériences. Par exemple, via des rencontres de bilan post-mortem, des groupes de discussion, un sondage. Ce qu'on entend par là, rédiger un bilan de la gestion du changement, par exemple, sous forme de sondage d'évaluation en vue d'améliorer les pratiques y étant associées. Dans cette quatrième étape, le rôle et les responsabilités de la direction ou du responsable des ressources humaines sont les suivants, soit, premièrement, évaluer la gestion du changement et le projet implanté. Deuxièmement, formuler des recommandations visant à améliorer les pratiques de gestion du changement, le cas échéant. Le gestionnaire, quant à lui, a la responsabilité de capter et de transmettre les rétroactions, les partages et les expériences des parties prenantes aux personnes impliquées dans la gestion du changement. Dans la section précédente, nous nous sommes attardés aux 4 principales étapes à suivre pour une gestion du changement réussie. Dans cette section-ci, nous allons nous pencher sur un cas concret de projet de changement et comment mettre en œuvre chacune des étapes présentées précédemment. D'abord, sachez que la mise en place d'une démarche de développement durable en entreprise constitue un changement majeur qui s'inscrit notamment dans la culture de l'organisation en adoptant une vision à long terme. Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Les entreprises qui misent sur le développement durable contribuent à créer de la valeur, des écosystèmes en santé et des communautés solides. Elles perdurent sur le long terme car elles sont étroitement liées à des systèmes économiques, sociaux et environnementaux sains. Les objectifs de cette section sont multiples, soit planifier les impacts sur la main-d'œuvre occasionnés par la mise en place d'un projet de développement durable, appliquer les étapes de la gestion du changement lors de la mise en place d'un projet de développement durable et finalement soutenir et mobiliser les employés autour du développement durable en entreprise. Pour que l'on puisse vraiment parler de développement durable, l'entreprise doit prendre en compte le caractère indissociable de 3 dimensions, soit la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. La dimension sociale vise le développement de la société tout en satisfaisant les besoins des êtres humains, peu importe leurs origines. Pour les ressources humaines, les aspects comme les conditions de travail, la diversité et l'inclusion, l'équité entre les hommes et les femmes, ainsi que la santé et la sécurité au travail peuvent avoir un impact dans cette dimension. La dimension économique consiste, quant à elle, à la création de richesses. L'accent est mis ici sur le contrôle de la rentabilité. Par exemple, on fait référence à l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, la consommation d'eau et la gouvernance, par exemple la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux lors d'investissements financiers par les actionnaires dirigeants d'entreprise. Finalement, la dimension environnementale s'appuie, quant à elle, sur la volonté d'adapter nos modes de vie aux capacités de notre planète. On fait référence ici à la gestion des matières premières et résiduelles, à la gestion de l'énergie, à la gestion des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'à la gestion de l'impact environnemental local. Je vous liste maintenant quelques exemples de projets de développement durable, soit la construction de bâtiments verts, par exemple l'installation de toits végétalisés pour contrer les îlots de chaleur, l'installation accrue du bois. On peut penser entre autres aussi à la fabrication d'un pneu à partir de produits biosourcés et recyclés. La création de nouvelles sources d'approvisionnement, par exemple des gommes, des plastifiants, des charges issues de matières biosourcées. La création d'un programme de gestion des déchets, ainsi que la rédaction d'une politique relative à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Nous allons maintenant regarder ensemble une étude de cas fictive. Donc, au niveau du secteur, il s'agit d'une entreprise œuvrant dans le secteur manufacturier. C'est qui exactement? C'est une PME se spécialisant dans la production de joints d'étanchéité. On fait référence à quoi exactement? En fait, la PME fabrique des joints d'étanchéité qui génèrent beaucoup de déchets industriels post-production, ce qui nuit à l'image externe de la compagnie, entre autres à l'attractivité des investisseurs et des clients potentiels. La réduction des déchets ainsi que le réemploi des rebuts de caoutchouc s'avère essentiel dans une optique de développement durable.
Ainsi, l'entreprise a donné naissance au projet Faisons notre part pour la planète, zéro déchet pour un avenir plus vert. L'objectif du projet, réduire les déchets industriels liés à la production de joints d'étanchéité de 10 au cours de l'année 2022-2023. Le responsable de la gestion du changement est le directeur général. Les objectifs de la démarche de gestion du changement sont les suivants, soit finir le projet avec un taux de rétention des ressources humaines de 95 finir le projet avec un taux de satisfaction générale des parties prenantes au projet de 90 sur la démarche et les méthodes utilisées dans la gestion du changement. La logique d'action est la suivante. L'organisation a déployé une réorganisation du travail liée à la réutilisation, au recyclage et au réemploi des rebuts sur une période d'1 an. Nous allons voir dans la prochaine diapositive la démarche utilisée. Question de ne pas réinventer la roue, nous allons reprendre les 4 étapes d'une démarche de gestion de changement réussie présentée un peu plus tôt. D'abord, créer un comité de pilotage. Ce comité était composé de 7 personnes, un directeur général, un responsable des ressources humaines, un responsable des communications, 3 chefs d'équipe issus des secteurs touchés par le projet de changement et un ingénieur dans le but d'avoir des gens avec un pouvoir d'influence et de décision dans l'organisation. Définir et comprendre la vision du changement. Avec l'aide du responsable des ressources humaines, le directeur général a réussi à définir une vision claire de ce qu'il souhaitait pour l'avenir de son entreprise, soit d'éliminer les déchets industriels post-production par la réutilisation, le recyclage et le réemploi des rebuts. Pour ce faire, ce dernier a défini les conditions de réussite nécessaires à la réalisation de sa vision, soit démontrer l'engagement de l'entreprise envers ses employés en mettant en place des processus efficients et en les dotant d'équipements performants, s'assurer que la main-d'œuvre soit préparée pour le travail quotidien et disponible pour l'accomplir, s'assurer que les équipements nécessaires soient toujours prêts à être utilisés, établir des attentes qui sont claires et raisonnables, et finalement faire de la sécurité une priorité absolue. Identifier les parties prenantes et analyser l'impact du changement. Le comité de pilotage a évalué les impacts du projet de changement sur la main-d'œuvre actuelle. Ce dernier a sollicité, entre autres, les chefs d'équipe des différents secteurs pour déterminer le nombre de postes touchés par le changement et les compétences nécessaires, détenues versus désirées, pour que le projet soit un succès. Finalement, cerner les principaux enjeux liés au déploiement. Le comité de pilotage a réalisé, en collaboration avec les chefs d'équipe, 4 ateliers de travail afin d'identifier les risques probables liés au changement. Ce qui est ressorti des ateliers de travail, c'est entre autres un sentiment d'abandon de la part des employés au cours de l'implantation du projet de changement, du scepticisme de la part des employés sur les chances de succès du projet, une préoccupation des employés sur l'incidence que le projet de changement pourrait avoir sur le maintien de leur emploi, risque de départ potentiel. Les ressources humaines ont utilisé une grille d'analyse des impacts sur les parties prenantes afin de constater l'ensemble des parties prenantes impliquées. En se basant sur les résultats, ils ont pu ensuite rédiger un référentiel de compétences. Si on regarde justement l'outil de grille d'analyse en termes de parties prenantes, qui est touché directement ou indirectement par le changement, ce qui est ressorti, ce sont entre autres les opérateurs et techniciens qui devront être impliqués dans la réutilisation, le recyclage et le réemploi des rebuts, des joints d'étanchéité. On parle aussi du responsable de la santé et de la sécurité au travail et du responsable aussi de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique. Qu'est-ce que ces personnes-là vont devoir commencer ou arrêter de faire? Une modification dans les routines de travail, le développement de nouvelles connaissances et compétences va être requise. Pour le responsable de la santé et de la sécurité au travail, la production des matrices d'évaluation des risques associés aux nouvelles méthodes de travail et soutien à cet effet. Et au niveau du responsable de la qualité de l'évaluation, de la performance et de l'éthique, potentiellement une évaluation des nouveaux processus, donc l'amélioration continue. Quelles sont les réactions qu'on peut anticiper? Pour les opérateurs et techniciens, des réactions plutôt mitigées peut générer de l'insatisfaction pour certains, mais également de la satisfaction pour d'autres,
qui accordent de l'importance au développement durable. Ça fait 40 ans qu'on fonctionne ainsi. Pourquoi s'ajouter du travail? Il manque du monde dans toutes les équipes. Est-ce qu'il faudra faire du temps supplémentaire pour y arriver? Qu'est-ce qui va être automatisé et qu'est-ce qui devra être fait par nous? Où vont-ils mettre les nouvelles machines? On est déjà coincé dans l'usine. Ce sont des réactions potentielles qu'on peut anticiper pour les opérateurs et techniciens. Au niveau du responsable de la santé et de la sécurité au travail, bien, vous le voyez, en fait, les réactions potentielles qu'on peut anticiper, en espérant qu'on ne soit pas impliqué à la dernière minute, combien de personnes devront nous former quant aux nouvelles normes de sécurité. Et puis pour le responsable de la qualité, de l'évaluation de la performance et de l'éthique, parmi les réactions potentielles qu'on pourrait anticiper, vous les voyez encore une fois à l'écran, pourrions-nous finir les projets en cours avant d'en commencer de nouveau? Je suis déjà tellement occupé que je ne sais pas comment je vais trouver le temps. Quelle, en fait, préoccupation pourrait être soulevée maintenant, toujours en termes d'impact significatif possible? Ben, pour les opérateurs et techniciens, une inquiétude de ne pas s'adapter aux nouvelles méthodes de travail, des craintes de surcharge de travail ou à l'inverse, de perdre son travail s'il n'est pas automatisé, de perdre ses repères dans ses façons existantes de travailler. Doute que les supérieurs seront présents pour accompagner les équipes. Au niveau du responsable de la santé et sécurité au travail, en termes d'inquiétude, une crainte d'un manque de ressources humaines pour répondre aux besoins. Et pour le responsable de la qualité, des craintes de surcharge de travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact négatif de ces impacts? Bien, pour les opérateurs et techniciens, former, permettre un temps d'appropriation, consulter, informer. Pour le responsable de la santé et sécurité au travail, consulter, informer. Et pour le responsable de la qualité de l'évaluation de la performance et de l'éthique, consulter aussi et informer. Toujours au niveau de l'outil de grille d'analyse des impacts sur les parties prenantes, évidemment, il y a d'autres parties prenantes aussi qui sont touchées directement ou indirectement par le changement. On pense entre autres aux responsables des partenariats. Donc, qu'est-ce que ces personnes-là vont devoir commencer ou arrêter de faire? Une gestion des relations avec les nouveaux partenaires qui vont acheter certains rebuts. Quelles sont les réactions qu'on peut anticiper pour ces personnes-là? Entre autres, est-ce que le partenaire parle français? Je ne parle pas anglais et ce n'était pas une condition à l'emploi. Est-ce qu'il va être installé au Québec? Je n'ai pas envie de commencer à travailler à 5 heures le matin en raison du décalage horaire. Qu'est-ce que ça pourrait soulever comme préoccupation? Eh bien, des craintes par rapport à la collaboration avec les nouveaux partenaires. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact, en fait, l'effet négatif de ces impacts-là? Consulter et informer. Et dernière partie prenante qui a été identifiée, c'est les investisseurs et clients potentiels. Donc, de leur côté, ça ne va pas nécessairement changer les habitudes habituelles, actuelles. Ce qu'on peut anticiper comme réaction, belle initiative de mettre de l'avant l'économie circulaire. En termes de préoccupation, des questionnements quant au délai et aux coûts associés. Et en termes de stratégie, de leur côté, consulter et informer également. Une grille d'évaluation des risques du projet de changement sur la main-d'œuvre a également été utilisée par les ressources humaines afin de constater le niveau de risque et les actions à prendre pour les mitiger. Si on regarde plus spécifiquement, en fait, l'outil, les ressources humaines ont d'abord identifié un risque en termes de sentiment d'abandon de la part des employés au cours de l'implantation du projet de changement. Le niveau d'impact a été identifié comme étant élevé, donc si le risque se concrétise, les conséquences potentielles sur l'organisation ou sur les parties prenantes sont élevées. Et en termes d'actions potentielles à entreprendre, réfléchir à un mécanisme pour tenir les employés informés continuellement et répondre à leurs préoccupations. Donc, ça peut se faire via un point spécial sur le changement dans les rencontres d'équipe. Tenter de les impliquer au maximum tout au long du changement. Veiller à ce qu'ils participent au changement et à ce qu'ils deviennent des agents de changement et des leaders positifs. Deuxième risque qui a été identifié par les ressources humaines, c'est le scepticisme de la part des employés sur les chances de succès du projet.
Le niveau d'impact a été ciblé comme étant moyen. Donc, si le risque se concrétise, les conséquences potentielles sur l'organisation ou sur les parties prenantes vont être moyennes. Et en termes d'actions potentielles à entreprendre, d'abord, faire voir les initiatives en place et les avancements pour favoriser le succès du changement, partager aux employés lorsque des objectifs sont atteints et les travaux en cours pour atteindre les objectifs restants, mettre de l'avant les retombées positives qui découlent du changement. Finalement, un dernier risque a été identifié, soit une préoccupation des employés sur l'incidence que le projet de changement pourrait avoir sur le maintien de leur emploi, donc les risques de départ potentiels. Le niveau d'impact a été identifié comme étant élevé, donc en termes d'actions potentielles à entreprendre, rassurer les employés et répondre continuellement à leurs préoccupations pour éviter qu'elles se transforment en résistance, tenir les employés informés des impacts que le changement aura directement sur eux, rôle et responsabilités, et des actions mises en place pour atténuer les impacts, par exemple la formation. Utiliser différentes stratégies de communication pour agir positivement sur la crédibilité du changement au quotidien. Le responsable des ressources humaines ainsi que le responsable des communications ont développé un slogan actif qui s'appelait Faisons notre part pour la planète, zéro déchet pour un avenir plus vert, ainsi qu'un plan de communication détaillé pour chacune des étapes liées à l'implantation du projet de changement. Par ailleurs, afin d'avoir une bonne agilité, des mécanismes de rétroaction ont aussi été introduits. Par exemple, pour connaître les inquiétudes, préoccupations des employés, des groupes de discussion ont été organisés et des mesures ont été mises en place immédiatement afin d'y répondre. Impliquer judicieusement les parties prenantes. Le responsable des ressources humaines a formé les chefs d'équipe ainsi que tous les gestionnaires de l'organisation. Également, les formations suivantes ont été dispensées. Une attitude positive face au changement, devenir un agent de changement efficace. Afin de les aider à trouver les bons messages et les bons diffuseurs, l'équipe a créé un plan de communication détaillé afin de constater toutes les activités de communication qui doivent être planifiées. Si on regarde plus spécifiquement le plan de communication, au niveau de la première étape, anticiper et formuler une stratégie de gestion du changement. D'abord, il y a des groupes visés qui ont été identifiés. Premièrement, tous les chefs d'équipe de l'organisation, l'ensemble des employés de l'entreprise, mais également aussi les employés touchés par le projet de changement plus spécifiquement. En termes d'activité de communication, pour les chefs d'équipe, ce qui a été ciblé, c'est une annonce de l'initiative du projet de changement. Donc, l'objectif, développer une compréhension juste de l'intention portée par le changement et des différentes étapes de déploiement. Au niveau de l'ensemble des employés de l'entreprise, c'est la même initiative qui a été ciblée que celle mentionnée précédemment. Et au niveau des employés touchés plus spécifiquement par le projet de changement, en termes d'initiative de communication, une présentation plus détaillée du projet et des impacts sur les employés. En termes de porteur du message, pour les chefs d'équipe, c'est le directeur général qui a été ciblé. Donc, au niveau des messages clés, le directeur va parler du contexte et de la vision qui soutiennent le changement, la stratégie de gestion du changement, les grands jalons et les prochaines étapes. Au niveau de l'ensemble des employés, c'est également le directeur général qui est le porteur du message, mais les messages clés sont différents. Il va parler du contexte et de la vision du changement et les grands jalons. Et au niveau des employés touchés par le projet de changement, le porteur du message et les chefs d'équipe, les messages clés, c'est entre autres les façons de s'impliquer les prochaines étapes. Il y a également une date estimée qui a été identifiée dans le plan de communication détaillé, le statut, est-ce que c'est complété ou non, et une colonne avec des informations supplémentaires. Donc, ce travail-là a été fait pour chacune des étapes de la gestion du changement. Par ailleurs, afin de les aider à trouver les bons messages et les bons diffuseurs, l'équipe a aussi utilisé un outil provenant de l'interne afin de bien se préparer à communiquer le projet de changement. Si on regarde de façon plus spécifique l'outil, d'abord questionner la motivation organisationnelle. Pourquoi procéder à ce changement-là? Quels sont les enjeux? Quels sont les leviers et les freins? Questionner sa motivation personnelle. Dans quel état d'esprit suis-je par rapport à ce changement-là? Est-ce que j'y adhère? Je vis un dilemme? Je suis enthousiaste? Quelle est ma crédibilité comme messager?
Questionner l'impact du changement sur l'équipe et sur l'organisation. Est-ce que j'anticipe des réactions émotives? Quel type de préoccupations peuvent émerger? À quel type de questions pourrais-je être confronté? Et finalement, cerner le message à véhiculer. Quels sont les messages à véhiculer pour démontrer le sérieux, la pertinence et la faisabilité du changement? Qu'est-ce que je peux dire en réponse aux questions pour préserver la crédibilité du projet? Enfin, l'équipe a aussi utilisé un guide afin de les aider à mieux composer avec les résistances au changement. Si on regarde le guide de façon plus spécifique au niveau de la première étape, détecter le comportement par lequel elle se manifeste, en termes d'exemple de comportement, silence, ironie, sabotage, absence, plainte, agressivité, dépression. Et il y avait une colonne également pour prendre des notes. En termes de deuxième étape, amorcer un dialogue avec une personne réticente au changement. Les types de questions, comment tu te sens face à ces changements-là? Dans la situation actuelle, qu'est-ce qui ne te convient pas? Est-ce qu'il y a des éléments qui te dérangent? Lesquels? Sur une échelle de 1 à 10, quel niveau de stress ressens-tu par rapport à la situation actuelle? Qu'est-ce qui t'occasionne ce stress-là? Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure prévois-tu faire des efforts au cours des prochaines semaines pour essayer de t'adapter au changement? Comment tes efforts se traduiront-ils en gestes concrets? Dans quelques semaines, penses-tu que la situation sera devenue plus intéressante pour toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait te faciliter les choses, t'aider à t'adapter à la nouvelle situation le plus rapidement possible? Au niveau de la troisième étape, identifier le moteur de ces résistances ou de ces préoccupations. En termes de type de préoccupation, on a identifié des préoccupations personnelles, organisationnelles, mais également aussi en termes de processus de changement. Au niveau personnel, sentiment d'insécurité, sentiment d'incompétence, sentiment de colère. Au niveau organisationnel, cohérence avec les règles existantes, impact sur le processus, les méthodes de travail, crainte pour la pérennité du rôle. Et en termes de processus de changement, le rythme de déploiement, le besoin d'être formé, soutenu, le besoin de clarté. Finalement, au niveau de la quatrième étape, les réactions à explorer en termes de préoccupation personnelle, être bienveillant, faire preuve d'empathie, rassurer, démontrer le sérieux, le sens, la crédibilité. En termes de préoccupation organisationnelle, être convaincant, informer sur les motivations de l'organisation, explorer la possibilité d'implication dans la recherche de solutions, démontrer la pertinence. Et finalement, au niveau des préoccupations sur le processus de changement en tant que tel, être structurant, informer sur le processus, démontrer la faisabilité. Avec l'aide de l'outil présenté dans la diapositive précédente, les chefs d'équipe ont été en mesure de cibler des causes liées à la résistance au changement de certaines personnes dans leur équipe. Puis, avec ces informations-là, le responsable des ressources humaines a mis sur pied 10 sessions de formation sur la résistance liée au changement, un sondage de partage d'idées, d'avancement et de satisfaction, lequel a été diffusé périodiquement à l'ensemble des employés afin de faire une rétroaction rapide, des tutoriels en format vidéo créés à la suite de certaines questions d'employés. Par exemple, comment je sais si une matière va au recyclage, à la poubelle ou dans le bac de réutilisation interne. De plus, une analyse des besoins de formation liés à la tâche des employés a été réalisée afin d'élaborer un plan de formation qui inclut du coaching volontaire selon le besoin de chaque employé. Finalement, pour motiver les équipes dans ce changement-là, chacun des jalons franchis du projet a été célébré dans l'entreprise par un dîner barbecue gratuit pour l'ensemble des employés. Suivre quotidiennement la progression des changements. Des indicateurs de performance ont été développés par les chefs d'équipe avec l'aide de la personne responsable des ressources humaines. Ces indicateurs ont ensuite été intégrés au tableau de bord de l'entreprise. Les indicateurs de performance sont les suivants, soit le taux de réduction des déchets, le nombre d'incidents et la gravité, les temps d'arrêt imprévus et les causes, les coûts de production et de réutilisation des caoutchoucs, la satisfaction des employés face au soutien offert. Les indicateurs ont fait l'objet d'un suivi quotidien et ont été compilés chaque semaine afin d'effectuer une rétroaction rapidement. Les différents problèmes en lien avec l'implantation du projet ont été revus et mis à jour régulièrement par les chefs d'équipe. Ils ont représenté également un sujet important dans le cadre des réunions du comité de pilotage. Être à l'écoute du vécu des parties prenantes et favoriser le partage des expériences.
Une fois l'implantation du changement terminée, le responsable des ressources humaines a organisé des ateliers de type REX, retour sur l'expérience vécue, avec les gestionnaires et il a envoyé un sondage de satisfaction à l'ensemble des participants au projet. Ensuite, un document de fin de projet a été rédigé afin de consigner l'atteinte ou non des objectifs ainsi que les leçons apprises tout au long du projet. Finalement, un souper de célébration a été organisé par le directeur général pour l'ensemble des employés afin de souligner la fin de l'implantation du projet. Concernant le document de fin de projet, les informations qui sont ressorties sont les suivantes. D'abord, le commentaire le plus récurrent qui est ressorti est la lourdeur des interventions individuelles à effectuer dans la gestion du changement. Ensuite, 90% des répondants se sont dissatisfaits de la démarche et des méthodes utilisées dans la gestion du changement. Enfin, l'objectif du projet fixé initialement lors de l'amorce du projet de changement a été dépassé. Il y a eu une réduction de 11% des déchets industriels liés à la production de joints d'étanchéité au cours de l'année 2022-2023. Par ailleurs, au terme du projet de changement, le taux de rétention des ressources humaines était de 98%. Le taux de satisfaction générale des parties prenantes au projet, quant à lui, était de 90%. Une leçon apprise par les parties prenantes impliquées dans le projet de changement est d'avoir des intervenants mobiles dédiés aux interventions individuelles et de coaching indépendant aux chefs d'équipe. Voici le sondage d'évaluation de l'engagement et la perception du changement par les parties prenantes qui a été envoyé à l'ensemble des participants au projet. Donc, on posait comme première question, est-ce que vous considérez que le changement a un impact positif sur l'organisation? Pas d'impact, peu d'impact, quelques impacts, beaucoup d'impact. Et on demandait aux personnes visées par le changement de justifier leur réponse. Deuxième question, est-ce que vous considérez que le changement a eu un impact positif sur votre travail? Est-ce que le changement vous a permis de développer de nouvelles compétences? Est-ce que vous considérez que vous avez reçu suffisamment de soutien de la part de votre gestionnaire lors de l'implantation du changement? Est-ce que vous êtes motivé à adhérer à de futurs changements initiés par l'organisation au cours des prochaines années? Est-ce que vous considérez que la direction, votre gestionnaire, est à l'écoute de vos préoccupations, idées, suggestions en lien avec le changement implanté? Les autres questions posées dans le sondage étaient entre autres, malgré le changement implanté, les différents processus qui en découlent, est-ce que vous êtes confiant pour votre sécurité d'emploi au sein de l'organisation? Est-ce que vous vous sentez suffisamment compétent pour faire en sorte que le changement implanté perdure dans le temps et soit une réussite sur le plan organisationnel? Est-ce que le changement a eu un impact positif sur vos futurs plans de carrière au sein de l'organisation? Croyez-vous que le changement initié par l'organisation était nécessaire? Sur quels aspects du changement organisationnel auriez-vous aimé avoir plus d'explications lors de l'annonce de celui-ci à vous et aux employés? Et finalement, croyez-vous que le projet de changement a été suffisamment bien implanté? Tout comme la section précédente, dans cette section-ci, nous allons nous pencher sur un cas concret de projet de changement et comment mettre en œuvre chacune des étapes présentées précédemment. D'abord, sachez que la transformation numérique peut se définir comme étant une démarche visant le changement en profondeur d'une organisation par l'intégration de technologies numériques à l'ensemble de ses processus administratifs, de ses communications et de ses activités, par la refonte de son modèle d'entreprise et par l'adaptation de sa culture organisationnelle aux nouvelles réalités du numérique. L'intégration de nouvelles technologies en entreprise nécessite une gestion du changement qui anticipe les impacts, les réactions des employés et les changements culturels selon les solutions technologiques mises en place. Les objectifs de cette section sont multiples, soit, premièrement, planifier les impacts sur la main-d'œuvre occasionnés par la mise en place d'un projet de transformation numérique. Deuxièmement, appliquer les étapes de la gestion du changement lors de la mise en place d'un projet de transformation numérique. Et finalement, soutenir et mobiliser les employés autour de la transformation numérique en entreprise. D'abord, lorsqu'on parle d'optimisation des processus clés, il s'agit ici d'identifier les processus critiques défaillants au sein de l'entreprise en termes de qualité, de coût et de délai et de les optimiser avant de mettre en œuvre un nouveau système. Une bonne pratique à mettre en place est de cartographier les processus actuels pour mieux les comprendre. L'objectif est de repérer les gaspillages et de déterminer les enjeux à régler. Le changement culturel, quant à lui, est une transformation numérique qui suppose un changement philosophique de l'entreprise.
La clé de cette réussite réside dans la participation du personnel à tous les échelons. L'approche Kaizen peut être un levier extraordinaire pour amorcer un changement culturel. La méthode Kaizen signifie changer pour le mieux en japonais. L'idée est de réunir des équipes de toute l'entreprise pour briser les paradigmes et repenser complètement les processus existants. Enfin, l'intégration de l'information fait référence à l'utilisation accrue des données pour prendre des décisions éclairées le plus rapidement possible, autant pour les membres du personnel que pour l'équipe de direction. Il s'agit d'un des éléments clés de la transformation numérique. Maintenant, je vous liste quelques exemples de projets de transformation numérique, soit l'optimisation de la gestion des opérations, par exemple un assistant virtuel, un logiciel de comptabilité, un système ERP, l'amélioration de la distribution et de la logistique, par exemple technologie de suivi, implantation de nouveaux logiciels pour la chaîne d'approvisionnement, la bonification de l'expérience client, par exemple l'implantation d'un nouveau système de gestion de la relation client, une plateforme de commerce numérique, des outils de marketing pour les réseaux sociaux. Également, l'automatisation de la production et de la robotisation, par exemple surveillance en temps réel, imprimante 3D, peser des ingrédients. La comptabilisation des données en temps réel, tableau de bord de performance, analyse de processus internes, modèle prédictif de résultats. Et finalement, le développement des compétences et la gestion des ressources humaines. Donc, par exemple, l'implantation d'un système d'information en ressources humaines, l'implantation d'un système et d'une plateforme de formation. Nous allons maintenant regarder ensemble une étude de cas fictive. Donc, au niveau du secteur, il s'agit d'une entreprise œuvrant dans le secteur manufacturier. C'est qui exactement? C'est une PME se spécialisant dans la production de pneus de caoutchouc. Quoi? Actuellement, les bons de commande papier de type autocopiant, rouge, vert et jaune, compliquent le traitement de l'information pour les chauffeurs lors de la livraison chez les clients. Dans ce contexte-là, l'informatisation des commandes s'avère essentielle dans une optique d'efficacité et avec l'avènement de la transformation numérique de plus en plus présente dans le secteur manufacturier. Ainsi, l'entreprise a donné naissance au projet Diagnostic 4.0 vers une informatisation des bons de commande. L'objectif du projet, c'est d'établir un lien informatique entre le département des commandes et le secteur des transports afin de passer des bons de commande papier à des bons de commande informatisés. Le responsable de la gestion du changement est le président-directeur général de l'entreprise. Les objectifs de la démarche de gestion du changement sont les suivants, soit finir le projet avec un taux de rétention des ressources humaines de 90%, finir le projet avec un taux de satisfaction générale des parties prenantes au projet de 85% sur la démarche et les méthodes utilisées dans la gestion du changement. La logique d'action est la suivante. L'organisation a déployé une réorganisation du travail liée à l'informatisation des bons de commande sur une période d'1 an. Voici la démarche utilisée et l'application des outils présentés dans ce chapitre. Nous allons voir dans la prochaine diapositive la démarche utilisée. Encore une fois, comme pour la section précédente, question de ne pas réinventer la roue, nous allons reprendre les 4 étapes d'une démarche de gestion du changement réussie. D'abord, créer un comité de pilotage. Ce comité était composé de 7 personnes. Le président-directeur général, le responsable des ressources humaines, le responsable des communications, le chef d'équipe, le chauffeur, le manœuvre et le responsable des commandes. L'objectif était d'avoir des gens issus de différents corps professionnels avec un certain pouvoir d'influence et de décision dans l'organisation. Définir et comprendre la vision du changement. Avec l'aide du responsable des ressources humaines, le PDG a réussi à définir une vision claire de ce qu'il souhaitait pour l'avenir de son entreprise, soit d'optimiser ses méthodes de travail en délaissant les bons de commande papier et les classeurs pour passer à une étape sans papier. Pour ce faire, ce dernier a défini les conditions de réussite nécessaires à la réalisation de sa vision, soit d'abord s'assurer de bien comprendre la relation entre tous les secteurs de l'entreprise, ensuite surmonter les difficultés d'adaptation face à l'automatisation des systèmes en offrant de la formation sur mesure, mais également aussi d'établir des attentes qui sont claires et raisonnables.
Identifier les parties prenantes et analyser l'impact du changement. Le comité de pilotage a évalué les impacts du projet de changement sur la main-d'œuvre qui sera amené à interagir avec le nouveau système et ou sera touché par les changements. Ce dernier a sollicité, entre autres, les chefs d'équipe de 2 secteurs en particulier, soit celui des commandes logistiques et celui du transport, pour déterminer le nombre de postes touchés par le projet de changement et les compétences nécessaires détenues versus désirées pour que le projet soit un succès. En se basant sur les résultats, le service des ressources humaines a pu rédiger un référentiel de compétences souhaitées, transversales et techniques, en lien avec l'informatisation des bons de commande. Éventuellement, le service RH pourra mesurer l'écart souhaité entre les compétences détenues actuellement par le personnel et celles désirées par l'entremise, entre autres d'entrevues individuelles, et offrir des stratégies de développement. Par exemple, la formation, un aide à la tâche, une instruction de travail, une procédure de travail, le cas échéant, aux personnes qui le souhaitent. Finalement, cerner les principaux enjeux liés au déploiement. Le comité de pilotage a réalisé, en collaboration avec les chefs d'équipe, 3 ateliers de travail afin d'identifier les risques probables liés au changement. Ce qui est ressorti de ces ateliers de travail-là, entre autres, fatigue organisationnelle, donc épuisement ou découragement des parties prenantes face au projet de changement, une vision incertaine de l'emploi, par exemple, une inquiétude des parties prenantes face à l'abolition de postes suivant l'implantation du projet de changement, une résistance face au changement du rôle et des responsabilités, donc un mécontentement en lien avec l'introduction de nouvelles compétences à maîtriser. Les ressources humaines ont utilisé une grille d'analyse des impacts sur les parties prenantes afin de constater l'ensemble des parties prenantes impliquées. Tel que mentionné précédemment, en se basant sur les résultats, ils ont pu ensuite rédiger un référentiel de compétences. Donc, si on regarde plus spécifiquement l'outil de grille d'analyse des impacts, en termes de parties prenantes, qui est touché directement ou indirectement par le changement, ce qui est ressorti en fait, c'est le responsable commande et logistique, le responsable soutien aux ventes, le responsable contrôle de l'inventaire, mais également aussi le chauffeur. Qu'est-ce que ces personnes-là vont devoir commencer ou arrêter de faire? Eh bien, pour le responsable commande et logistique, l'utilisation d'un logiciel pour créer un bon de commande plutôt que de rédiger celui-ci à la main. Pour le responsable soutien aux ventes, produire des dossiers d'achat informatisés et classer ces derniers sur le cloud plutôt que de produire des dossiers d'achat manuellement et papier. Pour le responsable contrôle d'inventaire, l'utilisation d'un nouveau système d'approvisionnement qui enregistre de façon automatique toutes les informations d'achat et qui génère des rapports standards et personnalisés. Et finalement, pour le chauffeur, l'utilisation de tablettes portatives pour entrer les informations des clients, ainsi que de machines pour procéder aux signatures électroniques des clients fournisseurs. Quelles sont les réactions qu'on peut anticiper? Eh bien, pour le responsable commande et logistique, on voit 2 citations. Bon, l'organisation veut compliquer davantage notre travail. Ce logiciel ne va servir à rien. Pour le responsable soutien aux ventes, c'est bien beau tout ça, mais comment allez-vous trouver le temps de nous former? On est déjà surchargé actuellement. Pour le responsable contrôle d'inventaire, ben moi, je n'embarque pas là-dedans. C'est pas vrai qu'à 5 ans de ma retraite, je vais commencer à apprendre un nouveau système. Non, merci. Et pour le chauffeur, c'est bien beau tous ces changements, mais ça va coûter cher à l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que nos augmentations de salaire vont être moindres dans les prochaines années? Qu'est-ce que ça pourrait soulever comme préoccupation? Eh bien, pour le responsable commande et logistique, ce qui a été identifié, c'est un doute sur la maîtrise des compétences nécessaires pour maîtriser le logiciel. Pour le responsable soutien aux ventes, un manque de souplesse de la part du chef d'équipe. Pour le responsable contrôle d'inventaire, la peur de perdre son emploi. Et pour le chauffeur, la crainte de perdre des acquis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact, l'effet négatif de ces impacts-là? Bien, pour le responsable commande et logistique, former, permettre un temps d'appropriation. Pour le responsable soutien aux ventes, consulter, informer. Pour le responsable contrôle de l'inventaire, former, permettre un temps d'appropriation, informer. Et pour le chauffeur, consulter, informer, mais aussi et surtout impliquer. Une grille d'évaluation des risques du projet de changement sur la main-d'œuvre a également été utilisée par les ressources humaines afin de constater le niveau de risque et les actions à prendre pour les mitiger. Si on regarde justement l'outil en question, en termes de risque,
D'abord, ce qui a été identifié par les ressources humaines, c'est une fatigue organisationnelle, donc un épuisement ou découragement des parties prenantes face au projet de changement. Le niveau d'impact qui a été identifié, c'est élevé. Et en termes d'actions potentielles à entreprendre, rassurer l'employé sur ses capacités en lui indiquant le temps dont il dispose pour assimiler les changements, le genre d'aide et de soutien qui seront mis à sa disposition. Deuxième risque qui a été identifié par les ressources humaines, une vision incertaine de l'emploi, donc une inquiétude des parties prenantes face à l'abolition de postes suivant l'implantation du projet de changement. Le niveau d'impact qui a été ciblé, c'est moyen. Et en termes d'actions potentielles à entreprendre, d'abord, organiser des groupes de discussion avec chacune des équipes touchées par le projet de changement pour recueillir leurs inquiétudes, mais aussi pour leur expliquer que le projet de changement qui sera mis en place aura pour objectif de gagner en agilité et en efficacité et non de couper des postes. Et également légitimer l'existence et l'expression des préoccupations personnelles. Finalement, le dernier risque qui a été identifié par les ressources humaines, c'est la résistance face au changement du rôle et des responsabilités, donc un mécontentement en lien avec l'introduction de nouvelles compétences à maîtriser. En termes de niveau d'impact, on a identifié un niveau élevé. Et en termes d'actions potentielles à entreprendre, d'abord, rencontrer individuellement chacun des employés touchés par le changement pour leur présenter leur nouveau profil de rôle et leur expliquer comment ces nouvelles compétences-là qu'ils vont devoir maîtriser seront à valeur ajoutée non seulement sur le plan de leur développement professionnel, mais également aussi pour l'organisation. Et également présenter à chacun des employés touchés par le projet de changement le plan de formation proposé visant à les soutenir en lien avec la montée en compétences exigées. Utiliser différentes stratégies de communication pour agir positivement sur la crédibilité du changement au quotidien. Le responsable des ressources humaines ainsi que le responsable des communications ont développé un slogan humoristique. Bon, il était temps, les bons de commande informatisés arrivent. Par ailleurs, ils ont créé un plan de communication pour organiser de manière structurée la séquence des actions visant à diffuser les messages et à sensibiliser les employés au sein de l'entreprise. Impliquer judicieusement les parties prenantes. Le responsable des ressources humaines a formé les chefs d'équipe des deux secteurs touchés par le projet de changement, commande logistique et transport. Les formations suivantes ont été dispensées. Une attitude positive face au changement, devenir un agent de changement efficace, mobiliser son équipe de travail en contexte de changement et finalement devenir un leader coach. Afin de les aider à trouver les bons messages et les bons diffuseurs, l'équipe a créé un plan de communication détaillé afin de constater toutes les activités de communication qui doivent être planifiées. Si on regarde le plan de communication de façon plus spécifique, il y a d'abord, par exemple, au niveau de la première étape, anticiper et formuler une stratégie de gestion du changement. Le groupe visé, les chefs d'équipe des deux départements visés par le projet de changement, soit commande logistique et transport. En termes d'activité de communication, annonce de l'initiative du projet de changement. Objectif, s'assurer d'une compréhension générale du projet de changement et des intentions poursuivies et aller chercher leur appui formel. Au niveau du porteur du message, celui qui a été identifié, c'est le président-directeur général, les messages clés à véhiculer, le contexte, les principaux changements dans les rôles et les responsabilités des employés visés. On retrouve également aussi la date estimée, le statut, est-ce que c'est complété ou non, et une colonne en lien avec des informations supplémentaires. Donc, ce travail-là, encore une fois, a été fait pour chacune des étapes d'une gestion du changement réussie. Par ailleurs, afin de les aider à trouver les bons messages et les bons diffuseurs, l'équipe a aussi utilisé un outil provenant de l'interne afin de bien se préparer à communiquer le projet de changement. Il s'agit du même outil que l'étude de cas présentée précédemment. Enfin, l'équipe a aussi utilisé un guide afin de les aider à mieux composer avec les résistances au changement. Avec l'aide de l'outil présenté dans la diapositive précédente, les chefs d'équipe ont été en mesure de cibler des causes liées à la résistance au changement de certaines personnes dans leur équipe. Par exemple, la peur de l'inconnu, l'impression de se faire imposer de nouvelles connaissances, compétences, sans nécessairement recevoir une augmentation de salaire,
la peur de perdre son emploi en raison de l'automatisation de certaines de ses tâches. Puis, avec ces informations, la personne des ressources humaines a mis sur pied 10 sessions de formation sur la résistance au changement, un sondage de partage d'idées, d'avancement et de satisfaction, lequel a été diffusé périodiquement à l'ensemble des employés afin de faire une rétroaction rapide, des tutoriels en format vidéo créés à la suite de certaines questions d'employés. Des exemples de questions, est-ce qu'éventuellement les inventaires et les achats seront informatisés? Est-ce que le service de signature électronique sera éventuellement offert aux clients suivant la logique d'informatisation des bons de commande? Une fois aux questions créées et déposées sur l'intranet a aussi été implantée. Par ailleurs, une séance sous forme de Lunch and Learn durant laquelle des chefs d'équipe et des employés provenant d'autres organisations ayant implanté le même type de changement sont venus parler de leur expérience à tout le personnel de l'entreprise. De plus, une analyse des besoins de formation liés à la tâche des employés a été réalisée afin d'élaborer un plan de formation qui inclut du coaching volontaire selon le besoin de chaque employé. Voici quelques exemples de formations qui ont été offertes aux employés. Maîtriser les techniques informatiques, se familiariser avec le système logiciel informatique de gestion des commandes, OMS. Comment créer un bon de commande. Finalement, pour motiver les équipes dans ce changement, chacun des jalons franchis du projet a été célébré dans l'entreprise par un souper gratuit pour l'ensemble des employés, y compris leurs familles respectives. Au sein des équipes transport et commandes logistiques, les chefs d'équipe ont créé des caucus informels d'échange, ce qui leur a permis de réagir rapidement aux questions, aux besoins et aux suggestions des employés. Afin de garantir une adoption et une utilisation optimale du nouvel outil, la stratégie de développement des compétences pour les employés, formation et outils a été mise en œuvre par les chefs d'équipe en collaboration avec l'expert du logiciel de bon de commande et avec le soutien des ressources humaines. Suivre quotidiennement la progression des changements. Au début de la planification de la transformation numérique, le comité a développé des indicateurs de performance en collaboration avec les ressources humaines. Ces indicateurs ont permis d'évaluer l'efficacité et la performance résultant de la mise en place du nouvel outil de bon de commande informatisé. Les indicateurs comprenaient entre autres productivité, diminution anticipée des heures supplémentaires travaillées pour le personnel du secteur des commandes logistiques, temps de livraison des commandes moindres et augmentation de la productivité des chauffeurs, et réduction des erreurs de commande et augmentation du taux de satisfaction des clients, augmentation des ventes et finalement satisfaction des employés face au soutien offert. Les indicateurs ont fait l'objet d'un suivi quotidien et ont été compilés chaque semaine sous forme de rapport hebdomadaire afin d'effectuer une rétroaction rapidement. Les différents problèmes en lien avec l'implantation du système de bon de commande ont été revus et mis à jour régulièrement par les chefs d'équipe et discutés avec les employés touchés. Ils ont représenté également un sujet important dans le cadre des réunions hebdomadaires du comité de pilotage. Être à l'écoute du vécu des parties prenantes et favoriser le partage des expériences. Une fois l'implantation du changement terminée, le responsable des ressources humaines a organisé des ateliers de type REX, retour sur l'expérience vécue, avec les chefs d'équipe et les employés touchés par le projet de changement. Un sondage de satisfaction a aussi été transmis à l'ensemble des parties prenantes au projet. Ensuite, un document de fin de projet a été rédigé par le président-directeur général en collaboration avec le responsable des ressources humaines afin de consigner l'atteinte ou non des objectifs ainsi que les leçons apprises tout au long du projet. Finalement, un souper de célébration a été organisé par le PDG pour l'ensemble des employés afin de souligner la fin de l'implantation du projet. Concernant le document de fin de projet, les informations qui sont ressorties sont les suivantes. D'abord, le commentaire le plus récurrent qui est ressorti est en lien avec l'adaptation au nouveau système de bon de commande qui nécessite une période d'appropriation assez longue en raison de sa complexité. Cependant, tous reconnaissent la plus-value du nouveau système et le fait qu'ils sont très exigeants envers eux-mêmes. On veut tout connaître le plus rapidement possible alors qu'il faut se laisser du temps et reconnaître que nous vivrons certaines embûches avec le nouveau système et que c'est tout à fait normal et légitime. Ensuite, 90% des répondants se sont dit satisfaits de la démarche et des méthodes utilisées dans la gestion du changement.
Enfin, l'objectif du projet fixé initialement lors de l'amorce du projet de changement a été atteint. Le lien informatique a été établi entre le département des commandes logistiques et le secteur du transport via l'implantation du système de gestion des bons de commande informatisé. Par ailleurs, au terme du projet de changement, le taux de rétention des employés du département des commandes logistiques ainsi que du département du transport était de 90 %. Seulement 3 employés ont remis leur démission au cours de la dernière année, sur un total de 25 employés pour les deux départements. Le taux de satisfaction générale des parties prenantes au projet, quant à lui, était de 90 %. Enfin, une leçon apprise par les parties prenantes impliquées dans le projet de changement est d'avoir plus d'un super utilisateur du système de gestion des bons de commande pour éviter la sursollicitation de ce dernier en lien avec les questions des employés. Voici le sondage d'évaluation de l'engagement et la perception du changement par les parties prenantes qui a été envoyé à l'ensemble des participants au projet. Il s'agit du même sondage que celui présenté dans la section précédente. Donc, l'objectif de ce webinaire était de vous présenter l'ensemble du contenu qui se retrouve dans le chapitre sur la gestion du changement du guide de gestion des ressources humaines du CSMO Caoutchouc. Nous espérons que vous avez apprécié le moment et que vous allez consulter le chapitre.